Et oui, vous l'avez compris, nous sommes bien sûr dans la rubrique l'analyse pour le compte de ce jeudi 18 septembre 2025. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis la radio Diaspora FM, tous ceux qui nous suivent depuis Adja, depuis Parakou, Natitengu, Zinvier, Glodigbe, Porto Nouveau. Merci pour votre fidélité. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Henri Yambodé, bonjour. Bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs, aux amis auditeurs également. Comme il est dit, avec Eden, Matin d'Eden, c'est le bonheur qui est partagé. Bah oui. Et bonjour à Marc aussi. Et on sent ce bonheur, ça se lit aisément. Non, écoutez, quand on est sur le plateau, on sait qu'on a quelque chose à apporter aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et donc le bonheur est remarqué et observé. Et c'est bien sûr partagé. Partagé également. Quand on sait également qu'ils sont là et qu'ils nous suivent, eh bien, écoutez, cela fait plaisir. Cela fait plaisir. Ah oui. Allez, nous allons entrer dans le vif du sujet, Henri. Désignation de la colistière de Wadaï. Talon veut assurer le second mandat à Talon. Vous avez oublié de saluer, Marc. Oui, je vais venir vers lui justement parce que je pense que... Ah oui, il a déjà le micro, mais je vais venir vers lui tout à l'heure. Ah oui, donc désignation de la colistière de Wadaï. Talon veut assurer le second mandat à Talata, constate et nous apprend Dynamisme Info, Henri. Mais merci pour avoir choisi donc, ce sujet-là sur lequel donc, nous allons opiner. Il faut faire observer que depuis le 31 août que Robert Wadaï a été désigné candidat unique pour porte-étendard, si vous voulez, de la mouvance de la famille présidentielle. Eh bien, il y a les supplications, comment est-ce que vous avez appris l'information? Vous avez par rapport à Talata ou bien par rapport à Talata justement hier? Non, écoutez, s'il vous plaît, moi je voyais Talata comme déjà un signe de continuité, d'accord, puisque Robert Wadaï rangé donc dans le couloir de la technocratie, d'accord, de la rigueur, il fallait quand même l'équilibre également. Et l'équilibre, moi je vois à travers donc Talata, bien sûr cette continuité-là, cet équilibre-là, c'est pas seulement équilibre régional, mais il y a également équilibre genre, parce que vous savez, il faut donc quand même, après un homme, il faut la femme pour bien sûr faire l'équilibre. Pour moi, il faut regarder ça sur donc, trois signes. Il y a la continuité, il y a l'équilibre, comme je l'ai dit, mais également l'expérience politique. Parce que vous savez, oui, j'ai dit tout à l'heure que Robert Wadaï est rangé dans le couloir de la technocratie, de la rigueur économique, des prouesses, les robots, tout le monde, tout ça. Mais également, il fallait quand même faire l'équilibre avec l'expérience politique. Et quand on observe bien Talata, qui a participé donc à plusieurs réformes, qui est également aujourd'hui vice-président de la République, et avec toutes ses compétences politiques, elle va donc première dame et tout le reste. Donc elle va forcément donc mettre tout cela à profit donc de bien évidemment de Robert Wadaï. Et donc pour moi c'est un très bon choix qui est opéré. Et pour moi, c'est bien. Mais Henri Yambodé, pour le commun des mortels et pour tout ce que nous avons lu quand même dans les groupes WhatsApp, les publications, beaucoup s'attendaient plutôt à un jeune. Face à face, ça dit, nous avons en face un jeune comme Robert Wadaï, mais en face également, même si ça devait être une femme, on s'attendait plutôt à une jeune dame, Henri Yambodé. Oui, mais vous savez qu'à un moment donné, il a dit que Robert Wadaï, l'image directe de Patrice Talon, d'accord. Mais il fallait quelqu'un quand même pour créer l'harmonie au sein donc, du groupe. D'accord. Si le choix doit être porté sur quelqu'un d'autre, sur une autre femme, par exemple, je dis ça comme ça. Qui sera peut-être cette femme, c'est peut-être voilà, donc la question. Et donc, dans la balance, peut-être que dans la balance, les critères ont pesé plus du côté donc, de Talata. Et pour ça, donc, elle a été choisie. Je pense, comme je l'ai dit, l'expérience politique, bien sûr, elle là, de son côté, doit apporter l'expérience politique à Robert Wadaï pour que la volonté donc, de la majorité présidentielle soit faite. D'accord. Magoudjan, bonjour. Oui, bonjour à tous. Comment est-ce que vous vous portez ce matin? Très bien, en très belle forme, grâce à Dieu. Tout le mérite revient à Dieu.
Je salue également les amis téléspectateurs et internautes et également les auditeurs de la 102.3. Mais il y a longtemps, on a partagé ce plateau ensemble. Oui, je suis souvent là. Bon, c'est vous qui avez la malchance de m'avoir sur votre plateau. D'accord. Mac, la même question, je vous la pose. Désignation Talata, Romuald Wadahi. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou bien vous attendiez également? Non, je pense qu'au début, après l'annonce du dauphin de la mouvance présidentielle en la personne de Romuald Wadahi, on a déjà eu quelques supputations, quelques informations liées au choix de celle qui sera la colistière en la personne de Talata. Et donc, bon, vous savez, quand vous avez ce genre d'informations au début, on s'attend à ce que, est-ce que c'est vraiment ça ou bien il y a une autre stratégie, ou il y a une autre stratégie derrière. Et donc, si aujourd'hui, on est tous confrontés à la réalité selon laquelle c'est elle qui est désignée comme colistière à Romuald Wadahi, je pense que c'est dans une bonne stratégie politique que cela s'inscrit. D'abord, il faut remarquer que Mariam Talata est déjà quelqu'un qui a eu une expérience, qui a une expérience politique. Henri. Oui. Oui. Ah oui, Henri Yambaudet. Donc, qui a déjà une expérience politique donnée, qui a travaillé, tout comme Romuald Wadahi, auprès du chef de l'État, même s'ils n'ont pas occupé les mêmes rôles, même s'ils n'ont pas joué les mêmes rôles au sein de l'appareil étatique. C'est quelqu'un qui était quand même au sein du gouvernement, qui a pu contribuer à sa manière politiquement parlant et stratégiquement parlant. Parce que première dame. Pour pouvoir quand même aider le chef de l'État à pouvoir accomplir un certain nombre de choses. Maintenant, vous savez, lorsque vous voyez une figure comme Romuald Wadahi, qui est jeune, qui incarne une jeunesse aujourd'hui, qui incarne une jeunesse technocrate également, et que de l'autre côté, vous voyez une Mariam Talata qui incarne une femme béninoise, je pourrais dire d'abord, une femme béninoise, une mère béninoise, d'accord, et qui a su, pendant tout le temps où elle était restée en tant que vice-présidente, jouer l'équilibre, ne pas rentrer dans un certain nombre de considérations politiques, ne pas avoir des propos qui blessent, qui dérangent souvent, mais qui est restée dans sa posture très sage de mère. Très droite. Très droite. Et donc, du coup, lorsque vous voyez une figure comme ça, on aurait toujours aimé que celle-là continue quand même à rester auprès du jeune Romuald Wadahi en tant que guide, d'accord, en tant que figure inspirante, mais qui fasse également l'équilibre régional à travers le duo présidentiel. Quand je parle d'équilibre régional, c'est que Mariam Talata, vous savez qu'elle est du Nord. Et que Romuald Wadahi, il est de l'autre côté, on peut parler du Sud ou autre, mais avec cet équilibre, ça permet quand même au duo présidentiel de pouvoir avoir les armes nécessaires qu'il faut, les arguments nécessaires qu'il faut pour pouvoir aller sur le terrain, pour pouvoir essayer de convaincre. Parce que de l'autre côté, c'est sûr que Romuald Wadahi sera accompagné par Talata pour pouvoir aller également dans la région du Septentrion pour pouvoir quand même essayer de convaincre, de pouvoir convaincre les uns et les autres, les militants à la base. C'est vrai qu'elle n'est pas la seule. Il y a également au sein de ces partis beaucoup d'autres acteurs et leaders politiques qui sont également de cette région et qui pourront les accompagner, qui seront non négligeables également. Dans la stratégie et dans le choix, c'est qu'il fallait faire très attention. L'autre chose que moi je dénote généralement, et qui est non négligeable, vous savez, lorsque vous prenez les femmes politiques au Bénin, d'accord, et que vous revenez un peu à la sociologie béninoise, généralement, c'est des femmes qui n'ont pas normalement, qui n'ont jamais de mari parfois. D'accord, donc qui n'ont pas, qui ne représentent pas la femme béninoise prise dans son... Ce qui soulève là, c'est important. D'accord, qui représente la femme béninoise dans son ensemble. Et donc, à travers cette vision, on se dit, voilà, ça c'est une mère de foyer, c'est une femme responsable, c'est une maman. Donc ça veut dire que le ressenti qu'elle aura vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes, même si on a vu Mariam Talata auprès du chef de l'État, même si son choix ou bien sa parole n'a pas été déterminante dans le choix d'un certain nombre de choses, peut-être avec Romuald Wadahi, elle pourra avoir son mot à dire. C'est-à-dire de petits frères à grande sœur ou bien même... Je pense qu'il faut faire quelque chose. Ils vont pouvoir quand même avoir des discussions beaucoup plus franches, contrairement peut-être au chef de l'État, à Patrice Talon. Et donc, lorsque vous regardez sur l'échiquier, d'accord, des femmes politiques béninoises aujourd'hui,
qui sont celles qui sont en vue, je parle bien de celles qui sont plus en vue aujourd'hui, vous ne voyez pas qui incarnent totalement la femme béninoise, ou qui reflètent en réalité les vertus qui sont dues, d'accord, aux femmes béninoises. Et donc, du coup, moi, je me dis, j'étais avec un confrère qui est venu de l'extérieur, par exemple, il dit, mais vous n'avez pas de femmes leaders béninoises qui peuvent quand même rivaliser sur le terrain politique. J'ai dit, il y en a. Mais en réalité, compte tenu de notre sociologie, les gens ont un petit truc à pouvoir leur reprocher, ils ont un petit recul par rapport à leur faire confiance généralement. Parce que lorsqu'on parle de femmes politiques généralement, et même quand vous allez au sein des grandes responsabilités au niveau du pouvoir, par exemple, vous voyez, les femmes, lorsqu'elles accèdent à un certain niveau, c'est qu'elles se disent que je n'ai pas besoin forcément d'un homme, je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse me dire ce que j'ai à faire, parce que j'ai les moyens, j'ai tout ce qu'il faut. Et on en a connu qui, arrivés à un poste donné, étaient obligés de quitter leur foyer. Et donc, lorsque vous voyez une Mariam Talata en face, par exemple, vous savez qu'elle peut être, d'accord, une béquille également pour Romiane Wadahi dans tout ce qui va rentrer dans le processus pour la conquête du pouvoir en 2026. Et donc, je pense que c'est un bon choix qu'ils ont fait. Si, éventuellement, vous me citez encore un ou deux noms de la mouvance présidentielle, par exemple, qui puisse quand même. J'ai bien envie de vous citer des oui, noms, puisque vous avez parlé de. Voilà, vous avez parlé de jeunes. Et vous n'en trouverez pas. Qui ne va pas égaler. Probablement qui va égaler ce profil, par exemple. Vous n'en trouverez pas. Lorsqu'on parle de vertu de la femme béninoise, celle qui incarne la femme africaine, celle qui est mère de au foyer, celle qui également elle est quand même bien placée. Qui a cette humilité également de pouvoir écouter. Vous avez vu dans son habillement comment elle est sobre. On est arrivé même à l'identifier par rapport au canvas qui est l'identité également culturelle du Bénin. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de... Et on l'apprécie bien dans ce style. Exactement. Donc, il y a un certain nombre d'atouts qui militent en réalité en son choix. Parce que même le chef de l'État, lorsqu'il regarde, et même que la mouvance présidentielle regarde, sans pour autant désigner quelqu'un qui va amener, d'accord, une guerre de leadership entre les femmes également, elles-mêmes aussi. Donc il faut quand même faire les choses stratégiquement. Voilà, il faut être vraiment stratégique. Et c'est au même exercice que sera soumis également l'opposition de son côté. N'oublions pas. Parce que pour le moment, on n'a pas encore le candidat de l'opposition et on n'a pas encore le colistier ou la colistière, le duo présidentiel, on ne l'a pas. Et donc pour pouvoir créer l'équilibre, il faudra également trouver une femme, d'accord, au niveau de l'opposition également, qui puisse faire l'équilibre entre les deux. Mais là, Mac, est-ce que ce n'est pas de l'insomnie que les démocrates auront en voyant peut-être depuis hier ce nom jailli Non, ça ne sera pas de l'insomnie. Je pense ils doivent s'y attendre. Parce que là, déjà en face, on avait Romiane Wadahi et les réflexions se multipliaient. Mais là, en face, on a encore... comment on appelle Mariam Talata, là, ça devient de l'insomnie carrément. Oui, donc de toutes les façons, vous savez, lorsque vous êtes dans l'arène politique, il vous est donné de pouvoir réfléchir, d'avoir la tête sur les épaules, de pouvoir choisir, faire le bon choix, quelle qu'en soit la stratégie de l'adversaire. L'autre chose également, c'est d'anticiper également sur les actions de son adversaire pour pouvoir mieux ajuster. Parce qu'il se peut même qu'en leur sein, ils aient déjà le candidat, le colistier ou la colistière de ce candidat. Là, on essaie de réfléchir, mais avec le choix de Talata, peut-être que cela, si ça ne cadre pas totalement, ils seront obligés de réajuster pour pouvoir rester dans le rang. D'accord. Henri Yamodé, il faut peut-être réajuster selon vous. Moi, ça fait énormément sourire. Sacré Mike. Oui, écoutez, il y avait cette difficulté donc, qui est remarquée donc, au niveau de l'opposition, avec bien sûr le choix de Romiane Wadahi, avec tout ce qu'on a défini comme profil neutre, quelqu'un qui ne traîne pas donc de casserole. Mais également, il y a que Talata qui vient s'ajouter et qui le message, je dirais, oui, le message, il parlait tout à l'heure de message de continuité, d'harmonie au sein de la famille présidentielle, et également, Maka a soulevé un point qui est essentiel, qui n'a jamais cessé donc de montrer qu'elle est une mère au foyer, et elle n'a jamais cessé donc elle n'a jamais caché son mari, et donc elle également, elle reste donc un profil neutre, propre, donc, et donc sur ce coup-là,
forcément, les démocrates, si vous voulez, l'opposition... Auront fort à faire. Hein, oui, auront à faire. Parce qu'il faut choisir quelqu'un également qui ne traîne pas de casserole. Il faut chercher quelqu'un qui également peut égaler, bien sûr, ces différents profils. Et c'est là la difficulté. Toute la difficulté, je vois donc de Boni Yayi avec tout ce qu'il y a comme autour de lui, qui gravite autour des démocrates. Seulement qu'il faut également faire rappeler que, oui, le choix de Talata traduit également un message de modernité, mais non seulement ça, mais également d'engagement du gouvernement. Vous savez que tout le temps, le président Patrice Talon a voulu donc faire rehausser l'image de la femme. Tout à fait. D'accord. Et au-dessous donc des réformes, de différentes réformes. Vous avez vu pour les élections législatives ce qui s'est passé en 2023 où les femmes occupent désormais une place de choix quand même au sein de l'arène politique. Voilà. Et donc ce choix-là également vient montrer que le chef de l'État et la famille présidentielle est respectueux donc oui, la famille présidentielle est respectueuse donc de ces engagements-là. Du côté de l'opposition, puisque vous avez tenté donc de poser cette question, oui, il va falloir donc chercher les alibis également. Il faut chercher donc un profil idéal. Est-ce qu'il ne faut pas chercher également quelqu'un qui puisse aller se retrouver au sud et au nord? Oui, est-ce qu'il ne faut pas chercher quelqu'un également qui se retrouve à l'est vous pensez à qui déjà au sein de l'opposition? Vous pensez à qui déjà Est-ce qu'on peut peut-être tenter de... question de vicieux. Vous pensez à qui déjà? Non, il veut garder le suspense non, les autres. Parce que je le vois venir au fait. Non, aujourd'hui, au sein de l'opposition, il y a forcément des jeunes qui puissent faire l'affaire. Au sein de l'opposition, il y a des jeunes. Quelqu'un a fait une réflexion qui me paraît un peu je crois, acceptable, qui dit, aujourd'hui, si ceux-là qui ont été 2 fois, 3 fois candidats à la députation et qui, aux différentes élections et qui n'ont pas la capacité donc, de régler leur compte fiscal, pourquoi ne pas laisser les jeunes qui n'ont rien à payer, de faire l'expérience. De faire l'expérience. C'est aussi ça également. Donc, il ne faut pas toujours voir, moi, ça c'est moi ça, il ne faut pas toujours voir, oui, quelqu'un qui... Parce qu'aujourd'hui, le Parti démocrate, oui, a cette force-là également d'être parti de l'opposition et qui est remarqué, qui est observé, d'accord, contrairement donc aux autres, et donc a besoin de se positionner, d'avoir l'équilibre également. L'équilibre, c'est à travers donc, le choix qui sera porté. Le choix qui sera fait. Et ce choix est très attendu. Oui, le président de le démocrate avait annoncé mi-octobre, donc on attend mi-octobre pour voir. C'est vrai que ce que fait la mouvance aujourd'hui a un nom. Quand vous choisissez donc votre candidat à 8 mois des élections, quand vous choisissez la colistière à 8 mois des élections, c'est-à-dire que vous prenez de la distance, vous prenez donc, vous gagnez du terrain, vous savez à quoi jouer, sur quel pilier jouer pour qu'il y ait harmonie au sein des failles. C'est vrai qu'avec ces choix-là, il n'y a pas forcément harmonie dans tous les coins. Mais pour le moment, c'est la question du quitus fiscal qui préoccupe l'opposition, Henri. Mais bon, est-ce que, après, qui sont allés hier donc, à la direction générale, donc, les époux, pour parler avec aussi, donc oui, c'est pour ça également. Si ça préoccupe, alors l'autre choix à faire, c'est de voir s'il ne faut pas faire ranger les vieux briscards politiques, il faut les ranger et positionner les jeunes au sein des démocrates. Il y a beaucoup de jeunes. Au sein de l'opposition, il y a beaucoup de jeunes. D'accord. Il faut peut-être tenter avec eux pour voir. Voilà. Et donc, pour voir, pourquoi pas ne pas... C'est un conseil qu'on leur donne ce matin. Donc, ils savent, ils ont la réapolitique, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Oui, bon, ils pourront le faire aussi. Allez. Magou Dianou, actuellement, c'est la question, toujours avec ce sujet, je pense que quand on lit un peu sur la scène politique, c'est la question du quitus fiscal qui préoccupe sévèrement les démocrates. Henri. Oui, je pense que je suis déjà revenu sur cette question ici le mardi, où je disais, je ne trouve pas de raison, je ne trouve pas de pertinence lorsque, pour pouvoir demander le quitus fiscal, vous mettez dedans de choisir à quelle élection vous participez. Normalement, le quitus fiscal est accessible à tous les citoyens. C'est vrai qu'on est à l'approche des élections, mais normalement, c'est un outil qui est pérenne. D'accord. Et donc, qui est pérenne et qui doit permettre quand même à tout citoyen, lorsqu'il estime qu'il est dans le besoin de pouvoir aller chercher. Et également, les citoyens qui doivent aller aux élections, par exemple, aujourd'hui, sont également comme tout autre citoyen et qui peuvent demander le quitus fiscal, pourvu à ce qu'ils paient tout ce qui leur revient comme charge au niveau des impôts. Et donc,
mettre également cette disposition au sein de la demande de cuisine, alors que ça n'existait pas, ça n'a jamais existé, où vous allez demander votre cuisine, on vous demande, vous voulez faire quoi avec? C'est comme si on demandait par exemple à un citoyen qui veut aller demander son quitus fiscal, on dit on veut savoir forcément ce que vous voulez faire avec. Peut-être qu'il veut faire une autre activité, peut-être on lui a demandé quelque part, mais on ne lui demande pas forcément tout ce qu'il veut faire avec. On met dans les critères maintenant de dire à quelle élection vous voulez participer, législative, communale ou présidentielle. Et donc, du coup, ça pose un petit problème sur la transparence qui doit, en tout cas, caractériser l'octroi de cette pièce-là, qui aujourd'hui est un précieux sésame et qui aujourd'hui met en mal un peu toute la confiance qui doit être accordée à cette structure habilitée à délivrer ce quitus fiscal, lorsqu'on sait que par le passé, ce quitus fiscal a amené pas mal de problèmes. Et donc, puisque c'est l'ancien directeur qui était là, et qui a pu justifier que lui reçoit que les ordres, qui en ce moment-là avait eu quand même à avoir empêché quand même certains de pouvoir prendre leur quitus fiscal avec toutes les justificatifs qu'il faut. Aujourd'hui, on n'a pas changé de directeur général des impôts. Hein. C'est toujours Yanoussi qui est toujours là en tant que directeur. Et donc, du coup, il y a de craintes, il y a ce que quand même la classe qui se sent un peu opprimée, c'est-à-dire la classe de l'opposition, par exemple, puisse avoir des doutes et puisse poser un certain nombre de questions et qu'on puisse quand même enlever toutes ces doutes-là pour pouvoir leur permettre de pouvoir se sentir dans la peau d'un concurrent. D'accord. Marc Boudjanou, hier c'était le Conseil des ministres, plusieurs nominations, notamment au niveau des universités. Nous apprend Gascani et puis plusieurs autres confrères au sein des quotidiens. Votre appréciation Henri. D'accord. Parce qu'au début, vous avez aujourd'hui, je me fais dans le prénom. À ce duo impeccable. À ce ticket solide comme Talata et Romuald. Allez, on y va. Mais non, c'est le résultat d'un processus transparent. Depuis plusieurs années, le gouvernement a décidé que ce ne soit plus les mêmes personnes, que ce ne soit pas sur les considérations politiques et que c'est un haut responsable éducatif donc soit nommé, et bien sur un processus d'un processus bien transparent et tout le reste. Et je pense que le fait de continuer dans la même lancée, c'est une manière pour le gouvernement également donc, de montrer qu'il est attaché donc, à ces réformes-là qui font de nos universités aujourd'hui des universités très modernes. Parce que vous savez que les responsables qui ont été choisis, vous avez bien sûr un temps. Et on vous étudie sur un certain nombre de critères et c'est à l'aune de vos résultats également qu'on peut vous choisir. Et donc pour moi, je pense qu'il faut saluer cette dynamique-là qui est en cours. Et mon souhait, c'est que ça se continue, qu'on reste dans la continuité, que ça soit pérenne, pour que, après même talent que les responsables d'université soient choisis, autour donc des processus transparents comme ce qu'on a. Henri, nous avons quand même appris pour beaucoup plus de précision d'Acruz qui part et donc il laisse sa place, son fauteuil à un certain Charlemagne Babatunde Igwe au sein de l'université d'Abou-Calabi. Oui. Mais D'Acruz est resté énormément quand même. Il a fait son temps et on l'a quand même apprécié. Vous savez, même de loin... Il fut également votre recteur, n'est-ce pas? Justement, même mon professeur à un moment donné. Voilà. Et donc, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez de la compétence, vous avez de la potentialité. C'est parce que vous avez quelque chose à vendre, bien évidemment. Et c'est un certain nombre de personnes qui ont contribué à cela. Donc, à ce niveau-là, D'Acruz est vu comme même, je dirais même comme une potentialité énorme, d'accord, académique, qui a parcouru, qui a traversé toutes les étapes. Et donc, qui connaît la maison. Et donc, celui qui est venu maintenant, j'ai lu quelque part en surfant donc sur son profil qu'il est également un expérimenté. Et donc, on n'est pas allé choisir quelqu'un sur fond politique, on n'est pas allé choisir quelqu'un sur la considération politique, mais quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît les réalités de la maison. Parce qu'également, vous savez, la ligne et la ligne, je dirais,
éducative qui sera donnée, ça dépend du recteur. Vous savez, celui qui est parti là, tout ce qu'il a fait pour, je prends l'UAC, vous savez tout ce qu'il a fait. Et donc, on a arrangé certaines choses. Il a mis en place quand même des réformes, des stratégies. Oui, qui font aujourd'hui que les étudiants sont, bien sûr, en sécurité. Bien cadrés. Bien cadrés. C'est vrai que le problème le problème d'enseignants continue toujours. Oui. Et donc, je pense que la nouvelle équipe qui est là, qui est venue, doit passer à régler ce problème-là également à ce niveau-là. Parce que aujourd'hui, les universités privées, je dirais, rivalisent avec les universités publiques. Parce que là-bas, le confort est toute autre chose et tout le reste. Mais dans les universités publiques, vous savez, vous êtes 1000 dans l'amphi. Les dispositions, franchement. Mais tout le reste. Donc, il faut que ça continue et qu'on s'appuie également sur l'expérience académique, l'expérience scientifique des gens. Et ceux qui suivent dans l'équipe, vous voyez, ce n'est pas des gens qui ont été choisis comme ça parce que ils ont une affinité avec le président de la République, parce qu'ils ont une affinité avec peut-être la ministre en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur, non. Mais c'est sur des considérations scientifiques et bien prouvées, profils, donc qu'ils ont été choisis. Mac Boudjano. Oui, je voudrais quand même rappeler que l'ancien recteur, c'est Félicien Avlessi. Félicien Avlessi. Ah oui, c'est Félicien Avlessi qui a laissé... parce que c'est lui qui a remplacé Dacruz, qui est allé en retraite, à la retraite, et puis c'est Avlessi, Félicien, qui a été nommé en tant que recteur depuis 2021. Aujourd'hui, nous avons un nouveau visage au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, et il faut dire que dans cette dynamique, lorsque vous voyez le parcours de l'homme, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est pétri d'expérience. Il est professeur titulaire d'économie, professeur agrégé en sciences économiques depuis 2009. Il est professeur titulaire depuis 2017. Il a été doyen de la FASEG, d'accord. Il a présidé également la conférence des institutions d'enseignement et de recherche économique et de gestion en Afrique, CIRA. Il siège également au Conseil national du crédit de la BCA. Le CV est bien lourd. Bénin. Oui, il a un CV assez consistant et qui permet aujourd'hui de ne pas douter de la qualité de l'homme qu'on vient de mettre au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, parce que c'est quelqu'un qui, en tant que doyen au niveau de la FASEG, a pu imprimer également sa marque. Et tout au long de son cursus, tout au long de sa fonction, il a pu également quand même accomplir un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours communiquées par nos médias et autres, mais quand même dans le milieu, dans l'environnement universitaire, il est très connu. Il n'a plus rien à prouver. Je pense que le chef de l'État et le Conseil des ministres a pu prendre une très belle décision. Parce que, vous savez, c'est ce qu'on demande souvent. Il y a toujours des têtes pensantes qui existent. Donc, d'une manière ou d'une autre, la science que vous détenez, ne dites pas forcément que vous êtes le seul et le super intelligent. Non. Il y a toujours des gens, il faut pouvoir donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir faire expérience, de pouvoir faire leurs preuves afin qu'on puisse quand même voir si éventuellement on ne peut pas avoir même de meilleures performances à travers leur intelligence. Tout cela, il va du développement des nations. Exactement, du développement des nations. C'est vrai que l'université d'Abomey-Calavi est confrontée à un certain nombre de problèmes que j'espère qu'à l'arrivée de ce nouveau recteur, il va essayer de corriger, parce que depuis un moment, au niveau du transport des étudiants, vous voyez, il y a un énorme problème qui est posé à ce niveau. Au niveau du restaurant, est-ce que ça fonctionne normalement comme cela se doit encore? Au niveau des infrastructures, il faut les amphis, il faut un accompagnement de l'État également pour pouvoir les aider, mettre les moyens à disposition pour pouvoir les aider quand même à soulager la peine de ces étudiants. Il y a du boulot qui l'attend. Et vous quittez là, vous allez un peu vers l'université de Parakou, où on a également Sobo Siboko Bertrand qui est également le nouveau recteur de l'université de Parakou. Il faut dire qu'il a été le premier vice-recteur chargé des affaires académiques de la recherche à l'université de Parakou entre 2015 et 2017. Il a été également doyen de la faculté des FASEG également, à l'université de Parakou toujours. Donc vous voyez, ce sont des doyens de la FASEG. Des gens qui connaissent le milieu. Quand même. Vous voyez, il a été également doyen au niveau de la FASEG. Il est directeur du Centre de pédagogie universitaire et assurance qualité. Donc c'est quelqu'un qui ne manque pas également d'expérience. Et j'espère qu'ils vont essayer avec
tout le corps professoral, d'accord, et toute l'administration rectorale pouvoir quand même, exactement, au niveau au sein de ces universités. Il y a eu également d'autres nominations, hein, donc il faut dire que toute l'équipe va travailler sûrement en mettant un programme d'action, un plan d'action réfléchi également, puisque ce sont des scientifiques, et donc ce sont également des têtes bien pensantes, et qu'ils ont obligation à faire mieux que ceux qu'ils ont remplacés, parce que c'est ce qui est souhaitable. C'est lorsque vous venez de pouvoir faire mieux que celui que vous avez remplacé, pour pouvoir donner un nouvel essor à ces différentes universités qui aujourd'hui sont livrées à un vrai défi, lié également à la aux facultés par exemple qu'on a, par exemple, qui ne permettent pas de pouvoir absorber l'étudiant lorsque l'étudiant finit. On a beaucoup de facultés aujourd'hui où quand les jeunes finissent, ils ne savent pas quoi faire. Il y a le suivi. S'il faut encore réaménager notre système éducatif, même au niveau des universités, pour avoir beaucoup plus de formations qualifiantes, des formations qui nous mettent directement, ça va quand même aider, qui nous permettent directement d'être absorbés par le marché de l'emploi. Je pense que c'est ça qu'il nous faut réellement. Et essayer de réaménager un peu les choses telles qu'il faut. Allez, et ils sont là pour ça. Ils font des recherches. Il y a assez de recherches sur les différents campus qu'on a. Et donc, on espère qu'ils vont faire assez de recherches également pour pouvoir nous permettre de quitter cette étape où le colon nous a habitués et qui nous habitue également à cette paresse intellectuelle. À cette paresse intellectuelle. Henri Yabodé, le troisième sujet, absence de ligne dans le projet de budget 2026 pour renforcer le secteur de la presse. Là, nous parlons de nous-mêmes. Hein. Vous êtes contents, n'est-ce pas? Ah oui. Le secteur de la presse, la PADEM Bénin exprime sa vive préoccupation et interpelle. La PADEM Bénin, que nous pouvons rappeler à nos téléspectateurs ou auditeurs, qui est la plateforme d'action pour le développement et l'engagement des médias. Merci Henri. Beaucoup. Oui, je pense que la PADEM Bénin, présidée aujourd'hui par Hilarion Keyon, après une assemblée élective, vous savez que c'est il y a quelques mois, monté au créneau autour d'un communiqué. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on arrive donc à bien sûr rappeler aux dirigeants, bien évidemment, au président de la République, au premier ressort, que nous insistons également. Il le faut. Très souvent, j'ai un pincement de cœur quand je sais que c'est le président Patrice Talon qui est toujours là. Parce que pour être au pouvoir, il s'est appuyé sérieusement. Sérieusement, je dis. Hein, donc vous vous rappelez encore de cette vidéo-là, s'il vous plaît, sur la presse. D'accord. Il a même décrété qu'il est l'ami de la presse. Mais à l'avènement de la rupture, dites-moi un seul chantier qui a été ouvert au nom de la presse. C'est ça également. Et aujourd'hui, on a annoncé l'aide de l'État à la presse, Henri. Après combien d'années? La question est là, après combien d'années? Oui, c'est vrai qu'il y a des considérations qu'on peut mettre en exergue pour dire pourquoi le gouvernement donc a suspendu l'aide de la presse, l'aide de l'État à la presse et tout le reste. Mais il fallait créer l'environnement, d'accord? Aujourd'hui, ce budget dont vous parlez, avec ces grandes orientations, l'espoir des professeurs des médias était qu'au moins par rapport à ce budget-là, qu'il y ait des lignes qui soient destinées donc à la presse. Mais aucune ligne n'a été destinée. Au contraire, on a parlé de transformation économique, puis capital humain et tout le reste. Oui, c'est vrai qu'on me dira que les journalistes font partie également, oui, des citoyens également, donc qui peuvent bénéficier de tout ça. Mais l'idéal serait qu'il y ait une ligne qui est réservée exclusivement aux médias. Et donc, je salue ce réveil-là de la PADAM qui, bien sûr, a fait sortir communiqué. Je pense qu'il faut aller loin. Il faut aller loin. Et d'ailleurs, vous savez que c'est sous le président Patrice Talon que le ministère de la Communication a été supprimé. D'accord? A été supprimé. Et donc, on nous a rattachés au ministre du numérique et tout le reste. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Est-ce que c'est au niveau donc des collaborateurs qui n'ont pas pu parler au président Patrice Talon? Non, je ne dirais pas ça. Mais le président Patrice Talon lui-même devait s'asseoir et demander, mais écoutez, ces gens-là qui m'ont aidé à venir au pouvoir, qui m'ont aidé. Aujourd'hui, si on parle bien de Patrice Talon, c'est la presse qui donne la visibilité. C'est vrai que c'est notre devoir, c'est notre rôle de le faire. Mais également, l'État est en droit de nous accompagner, d'accompagner la presse
dans toute cette dimension. Allez au Sénégal, tout près ici, vous verrez ce que on fait pour la presse. Allez au Burkina, allez ailleurs, vous verrez ce qu'on fait pour la presse. Et donc aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment ce budget a été taillé et qu'on a oublié la presse, dans l'ossature de ce budget-là, qu'on a oublié la presse. Je pense que Padem a bien fait de se réveiller, d'attirer l'attention des dirigeants sur ce fait-là. Et je pense que dans les jours à venir, soit corrigé. Peut-être qu'ils vont trouver d'autres astuces. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de Romain Wadayi, qui occupe un ministère transversal. Et donc, qui doit se dire, ben écoutez, c'est vrai ce que disent les amis là. Et c'est là les pas que Romain Wadayi peut poser pour nous faire comprendre que oui, écoutez, oui, je suis jeune et donc je peux écouter et également j'appelle donc les autres dirigeants à également écouter. Henri Abodé, vous souhaitez peut-être une rencontre avec le chef de l'État, la Marida, comme ce fut le cas pour les chefs d'entreprise et les jeunes. Vous souhaitez ça peut-être? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ça, le chef de l'État puisse quand même accorder dans un langage son temps pour, clair, pour écouter les journalistes, les professionnels des médias. Oui, on a réclamé pas les patrons de presse, les journalistes, les acteurs, ceux qui vivent la réalité. Parce que vous savez quoi, aujourd'hui, oui, on a demandé, bien évidemment, que le président Patrice Talon mette à la tête de l'Institut La Fêtière, de l'institution de régulation, un professionnel des médias. C'est à ce niveau-là, oui, il y a un travail qui se fait, il y a une dynamique qui est en cours, qu'il faut saluer. Mais il y a également qu'il ne faut pas oublier, et sur votre question, je pense que le chef de l'État peut bien évidemment accepter, recevoir pour nous écouter, qu'on lui dise, écoutez, voici nos difficultés. Parce que je parle, la carte de presse que nous avons aujourd'hui, n'est pas valorisée. Or, dans certaines institutions, ailleurs, si vous avez la carte de presse, vous êtes reconnu, vous avez accès à beaucoup de choses. Je ne vais pas faire ce affront-là, mais en disant que le CIP est même plus valorisé que la carte de presse. Ne dites pas ça, non, c'est une réalité. Non, pas du tout. Non, c'est une réalité. Vous allez ailleurs, même sur votre carte de presse, là, il est mis NPI. Mais vous ne pouvez pas brandir ça quelque part pour une pièce justificative. On va vous dire non, qu'on ne connaît pas ça. C'est ça également. Donc, il y a des décrets qui peuvent être pour bien évidemment donner la valeur à cette carte de presse-là, mais également faire en sorte que la presse soit une presse crédible également. Parce que ça passe également. Si vous savez, ce qu'on vit là aujourd'hui, ça a un nom également. D'accord? Ça a un nom. Mais on attend bien sûr que l'État accompagne également les entreprises de presse et tout le reste. Marc Goudianou, oui, la Padem est très préoccupée par l'absence de cette ligne dans le projet de budget 2006. Oui, il faut dire, moi, je pourrais tirer sur les fêtières au niveau de la presse. Aujourd'hui, on voit une Padem qui... Vous voulez tirer sur eux avec quoi? Oui, aujourd'hui, nous avons, avec ma langue normalement, aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir une Padem aujourd'hui qui se préoccupe de la situation des professionnels des médias. Il faut remarquer déjà que la Padem, c'est les patrons de presse, et donc qui se préoccupent de la situation économique au niveau de la presse aujourd'hui. L'environnement médiatique est en déséquilibre, ne l'oublions pas. Parce que on chante partout qu'on constitue le 4e pouvoir, mais ce pouvoir, est-ce qu'on nous laisse la main à pouvoir détenir ce pouvoir-là, mieux œuvrer à ce que ce pouvoir puisse s'exercer de la meilleure manière que ce soit. Parce que lorsque vous remontez vers les chiffres de Reporters sans frontières, vous vous confrontez au fait que le Bénin a énormément reculé en matière de liberté de la presse. Et lorsqu'on prend tous les critères qui sont pris en compte par tous les indicateurs qui sont pris en compte, par exemple, vous voyez qu'il y a l'indicateur politique, l'indicateur économique, l'indicateur législatif, l'indicateur social. Et lorsqu'on en vient à l'indicateur économique, par exemple, vous imaginez qu'en 2005, le Bénin occupe 121e place sur 180. 121e sur 180. Wow. Cela montre en réalité combien de fois, au niveau de l'aspect économique, la presse béninoise se porte très mal. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'environnement économique médiatique qui a totalement changé.
Avant, on pouvait avoir des professionnels des médias, on pouvait avoir des journaux, avoir des contrats, par exemple, avec des directions, avec des ministères, avec également beaucoup plus de particuliers, d'entreprises qui sont dans le privé aujourd'hui. Mais l'environnement économique aujourd'hui, ça ne permet pas totalement également aux entreprises privées de pouvoir bien exister, de pouvoir avoir l'argent nécessaire qu'il faut pour assez communiquer. Et lorsque vous prenez l'appareil étatique aujourd'hui, tout ceci est ficelé. Depuis l'avènement de Patrice Talon, les directions de communication ont été supprimées d'une certaine mesure. Et tout revenait à la présidence. C'est la présidence qui gérait tout. Et donc, vous avez seulement que ceux qui sont un peu proches du gouvernement, par exemple, et qui sont proches du pouvoir, qui bénéficient des bonnes grâces, d'accord, du pouvoir en place. Pour autant que si ceux-là ont pu avoir des contrats avec le gouvernement, par exemple, et ceux qui n'ont pas de contrat avec le gouvernement, comment ils vont pouvoir exister? Alors que, normalement, le rôle du journaliste est un travail citoyen, républicain, qui, normalement, ailleurs, vu sur d'autres cieux, est encouragé et est soutenu économiquement. Donc, vous saluez la démarche du président Hilarion Kenyon en place, exactement. Je salue cela. Puisqu'il a eu le courage de le dire, bien que lorsque vous prenez généralement les patrons de presse, il y en a différents types de catégories. Il y en a tellement de catégories qui aujourd'hui, on se connaît en détail. Il y a ceux qui aujourd'hui sont dans le jupon du pouvoir, qui sont des professionnels des médias aujourd'hui, mais qui sont incapables de pouvoir défendre. Puisqu'en réalité, quand Patrice Talon est arrivé, ce sont les mêmes qui sont allés lui dire, faire comme ça. Il faut verrouiller comme ça, il faut verrouiller comme ça. Ils n'auront plus quelque chose à dire, ils ne pourront plus faire ci, ils ne pourront plus faire ça. Et aujourd'hui, on voit, avec la normocommunication et tout ce qu'il a eu, on a compris aujourd'hui que on n'a plus donné la possibilité aujourd'hui à la presse d'être assez libre. Parce que pour pouvoir payer les journalistes, vous avez besoin d'argent. Pour pouvoir aller faire les enquêtes, vous avez besoin d'argent en tant qu'organe de presse. Donc pour pouvoir faire un certain nombre de travaux liés à l'exercice du métier, vous avez besoin de moyens. Et les moyens aujourd'hui, qui vont vous les offrir si vous êtes une entreprise de presse et si vous n'avez pas assez de partenaires privés et que le gouvernement qui doit accompagner ce travail, qui est un travail républicain, je le précise bien, si le gouvernement ne le fait pas, c'est grave. Aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui au niveau de la HAC, c'était des gens, je ne dirais pas tous ceux-là. Le président de la HAC était avant au niveau du gouvernement, était au niveau de la cellule de communication du gouvernement. Et donc, ça veut dire qu'il est un professionnel des médias et il est normalement, en tout cas, celui qui peut porter en quelque sorte la voix des professionnels des médias. Aujourd'hui, il se retrouve au niveau de la HAC. Qu'est-ce que la HAC fait aujourd'hui, par exemple, pour permettre aux professionnels des médias de rendre aujourd'hui, d'avoir un peu de moyens pour pouvoir quand même financer leur activité. Même si le gouvernement ne fait pas d'appui, qu'est-ce qui est créé déjà au sein de la HAC? Qu'est-ce qui est proposé? Alors que dans cet environnement aujourd'hui, nous avons des non-professionnels, des influenceurs aujourd'hui qui se proclament journalistes ou faiseurs d'opinion aujourd'hui, qui essaient de brader l'environnement médiatique. Et qui sont sur tous les terrains aujourd'hui. Qu'est-ce que la RAF fait également pour pouvoir faire que ceux-là puissent contribuer? Et ailleurs, j'ai eu quelques discussions, mais ailleurs, ce n'est pas ce qui se fait. C'est pas ça. Les influenceurs aujourd'hui qui occupent l'espace, par exemple, c'est qu'on les oblige, par exemple, à verser des tasses. D'accord, à payer ses droits. Et pourquoi ne pas faire pour que ces droits reviennent directement au niveau, d'accord, du Trésor et que la RAP puisse utiliser cela pour pouvoir financer les médias qui sont vraiment légaux. Aujourd'hui, maintenant, on veut rendre l'environnement médiatique, en tout cas, plus potable, d'assainir l'environnement médiatique. Mais quand on assainit, pour ceux qui seront reconnus aujourd'hui, avec quels moyens ils veulent pouvoir faire. Aujourd'hui, la RAC est en train de faire des contrôles au niveau des sièges pour pouvoir aller voir si ceux qui veulent avoir les agréments aujourd'hui ont le matériel, ont les nécessaires. Mais l'argent pour pouvoir le faire, tout ça, l'argent pour pouvoir utiliser les journalistes qui vont faire le travail, ils vont le trouver où? Ils vont le trouver où? Aujourd'hui, il faut dire, la presse est totalement embrigadée. La presse n'a plus les moyens de sa politique. Il faut une attention du chef de l'État. Il faut une attention particulière. Moi, je n'attends rien de l'État, honnêtement. Parce que durant les 10 ans, qu'est-ce que le gouvernement a pu faire de façon concrète à la presse? Donc, ce n'est pas en fin de mandat maintenant qu'on va espérer que le gouvernement fasse quelque chose. Et ce n'est pas maintenant en fin de mandat où nous sommes dans une période charnière où on a les élections qui viennent, par exemple, et
Si on donne les moyens, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de journalistes qui vont faire d'enquêtes, qui vont beaucoup plus critiquer, qui vont avoir beaucoup plus d'éléments envers ci, envers ça. Comme les AME nous en ont inspiré, donc on ne veut pas. Les AME aussi espèrent. Ils espèrent. Oui, bon, mais c'est du leur. Soyez optimistes. Il n'y a pas d'indiscrimination là. Si pendant 10 ans, vous n'avez plus rien obtenu, si pendant 10 ans, on n'a plus rien obtenu, et c'est maintenant qu'on va vouloir obtenir Henri, vous êtes optimiste. Et puis, la PADEM l'a dit, on n'a pas eu. Et c'est ça, ils sont en train de fustiger. C'est ça, ils sont en train de... À moins qu'un nouveau chef d'État vienne et repense mieux la politique au niveau de la presse. Sinon, la presse est totalement malade. Et ainsi, on n'aura que des journalistes à la solde. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, les quelques... Attendez, si vous avez un contrat gouvernemental, est-ce que vous avez le droit de pouvoir critiquer à fond, de pouvoir mener des enquêtes à fond contre le même pouvoir? Ce n'est pas évident. Et donc, pour pouvoir quitter ce paradigme-là, il faut libérer la presse, il faut permettre aux professionnels des médias d'avoir au moins un tout petit peu de moyens. Au moins si on n'a pas l'appui du secteur privé, c'est-à-dire des entreprises privées pour pouvoir nous accompagner à travers des communications, des publicités, il faut également quand même que nous-mêmes, nous allons revenir. Allez, nous saluons au passage le président Hilarion Kenyon, le président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias qui nous suit. Merci beaucoup à vous, président. Allez, nous allons passer à la prochaine rubrique.